J'assume. C'est le podcast où je vous partage toutes les vérités qui m'ont bien cassé les couilles la première fois que je les ai entendues. Le moment où je les ai fait miennes, elles ont changé ma vie. Vraies ou pas, c'est à vous de voir. Mon intention est qu'elles ouvrent un dialogue à l'intérieur de vous. Prêt ? Bienvenue à ce nouvel épisode de J'assume. Je suis un homme blanc, privilégié, cis, vaguement hétéro. Ou toutes les conneries que j'ai pu entendre sur les mecs. Je suis extrêmement excité et avec un peu d'appréhension de faire cet épisode parce que c'est un peu comme si je partageais tout haut ce que je dis tout bas dans des cercles d'hommes, dans mon intimité, avec des femmes. Donc là, ce serait assumer publiquement voilà, tout ce que je perçois, que j'ai pu entendre, parce que voilà, ça fait 41 ans que j'incarne, je vis dans ce corps masculin. Il m'a fallu 40 ans pour l'accepter. Et j'en ai entendu un sacré nombre de trucs sur c'est quoi être un homme, c'est pas quoi être un homme. J'ai lu des bouquins, j'ai été faire des cercles d'hommes, j'ai dû écouter une bonne 50aine ou 60aine d'épisodes de podcasts féministes. J'ai bouquiné et puis j'ai mon propre ressenti et j'ai toujours senti qu'il y avait un décalage entre ce qu'on pouvait dire des corps masculins et de comment moi je me vivais à l'intérieur de écoutez, moi ce que vous dites et ce que je perçois, ça n'a aucun rapport. Et ça a été le sujet de beaucoup de mon apprentissage. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ce serait que toutes les conneries que j'ai pu entendre sur un corps masculin ? Déjà, j'aimerais commencer par distinguer que dans cet épisode, je vais parler de manière un peu... je vais faire des généralités en disant, voilà, il y a d'un côté principalement les hommes à essence masculine et de l'autre côté les femmes à essence féminine. Et on peut être un homme à essence féminine, on peut être une femme à essence masculine, on peut ensuite avoir différents genres, différentes sexualités, mais pour moi, il y a quelque chose qui se place en amont de mon genre, de ma sexualité, et être un homme vient, ou être une femme vient avant même l'expression de mon genre, de ma sexualité, de à quoi je m'identifie. Voilà pour une petite base. Et donc pour moi, à un endroit, le masculin, c'est noir ou blanc. C'est oui, c'est non. C'est là ou c'est pas là. D'où le fait que beaucoup d'hommes, pour moi, sont très fragiles dans la masculinité parce que c'est une décision d'instant en instant de présence. Soit je suis présent avec ce qui est et mon masculin est là. Soit je suis pas présent et il est pas là. Et donc, c'est un peu comme s'il y avait un truc que tu pouvais avoir ou ne pas avoir. Donc, pour moi, à un endroit, je comprends la vulnérabilité et la fragilité que peuvent avoir beaucoup d'hommes. Ça peut symboliser, par exemple, donc j'ai de l'argent, j'en ai plus, je suis plus un homme. J'ai des muscles, j'en ai plus, je suis plus un homme. J'ai une amoureuse belle, j'en ai plus, je suis pas un homme. Voilà, de plein de signes extérieurs. Donc tout d'un coup, quand je les ai plus, je suis plus un homme. Donc, allons explorer un peu plus loin de savoir ce que c'est. Et de l'autre côté, je mettrais le féminin, ou vous pouvez appeler le yin, le yang, d'un côté le sympathique, le parasympathique. À vous de mettre les termes que vous avez envie de mettre dedans. Moi, j'utilise des termes européens, classiques, qui me font du bien. Et qui me parlent surtout, parce que le yin et le yang, je comprends, mais ça me parle moins que le masculin et le féminin. Et donc le féminin, pour moi, ce serait toute cette nuance de gris, tout le milieu. Et donc, ça fonctionne différemment. Et c'est trop bien parce que, effectivement, entre un homme et une femme, ça fait qu'il peut y avoir de la complémentarité et des choses différentes. J'en parlais récemment, pour moi, par exemple, à un endroit, le masculin appelle à j'ai besoin d'un présent pour me projeter dans le futur, et le féminin a besoin d'un futur pour se projeter dans le présent. Ce qui permet de se rejoindre, de se rencontrer. Et qu'à un endroit, pour moi, dans le féminin, il y a ce truc de, ok, le matin ça peut être bleu, l'après-midi c'est violet, le soir c'est noir, et tant qu'il n'y a pas besoin de décision, ça peut flotter comme ça. Le masculin c'est plus, là c'est oui, là c'est non, ce sera peut-être encore non dans une demi-heure, mais ce sera peut-être oui tout à l'heure. Voilà, c'est simple, c'est bête. Et donc je vais partir sur ce premier cliché qui est effectivement, les hommes c'est simple. Ouais, les hommes, à un endroit, et le masculin, c'est simple, c'est bête, c'est méchant, c'est là, c'est pas là, c'est oui, c'est non. Il n'y a pas beaucoup de peut-être. Et donc voilà, à un endroit, les hommes sont potentiellement un peu plus benets ou simples que les femmes. Et mesdames, vous êtes à un endroit
plus complexe, peut-être plus intelligente, peut-être plus subtile que nous, de plein de façons. Et ça, c'est chouette. Petit aparté, pour moi, ça fait aussi une des raisons que les femmes, pour moi, les émotions sont une construction mentale, ils sont le reflet de « ok, j'ai des sensations et des ressentis dans mon corps, je ressens ça et je dis que ça c'est de la peur, ça c'est de la joie, ça c'est de la frustration, ça c'est blablabla. » Et on met des mots sur des sensations. Et donc ces mots viennent de notre mental ou de notre éducation ou de si, parce qu'il n'y a aucune, ça a été une étude qui a été faite, aucune émotion est universelle. Dans chaque pays, il y a des choses différentes. Donc pour moi, mental et émotion vont de pair. Et le féminin, c'est l'émotionnel. Le masculin, c'est le rationnel. Et donc c'est ok à un endroit de pouvoir dire parfois les mecs sont plus rationnels que les meufs. Oui, pas les mecs, mais le masculin, il est rationnel. Le féminin, il est irrationnel. Et c'est génial parce que c'est ça aussi le charme et la beauté de la vie. C'est que nos émotions, elles sont irrationnelles, qu'elles mettent de la vie. Donc c'est pas tout est prévu et structuré, parce que sinon ce serait vraiment chiant un monde que masculin. Donc merci à l'irrationalité des émotions et à leur flow. Et c'est justement souvent comme ça qu'on est en souffrance et en stress, parce qu'il y a un flow de vie qui a envie de passer, et nous on est là, mais non, ça ne colle pas à la case. On s'en fout, ça colle pas à la case. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui crée de l'incertitude. Et donc, vous êtes, a priori, il y a plus de complexité. C'est pour ça que souvent on dit que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps et les mecs pas. Chaque qualité, voilà, moi je trouve ça très chouette de pouvoir faire une chose à la fois et d'être présent à cette chose-là. Et en même temps, ça peut être pratique parfois de faire plusieurs choses à la fois. Mais parfois, ça fait qu'on ne donne pas 100% de son attention sur un truc, et donc on est un peu moins présent. Voilà, c'est ni mieux ni moins bien. Mais dans tout ça, ce qui fait que dans le féminin, il y a plus de complexité, il y a plus de subtilité, il y a plus d'émotionnel, il y a plus de mental. Et donc, potentiellement, il y a aussi plus de charge mentale. Donc, c'est pas que les hommes sont juste teubés, c'est que ça fait partie aussi à un endroit de comment fonctionne le masculin et le féminin. Et donc, si vous avez été éduqué comme ça, ouais, les hommes ont moins de charge mentale, pas parce qu'ils se préoccupent moins, mais parce qu'on est un peu programmé comme ça et que c'est ok. Et que moi, les hommes que je connaisse avec beaucoup de charge mentale, c'est des hommes qui sont beaucoup plus dans leur féminité, qui sont plus ouverts à ça. Et que quand je vois des femmes très masculines, leur charge mentale, poum, 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 c'est fait, c'est basta. Donc, effectivement, les hommes sont plus simples. Après, les hommes sont des chochottes, les hommes sont beaucoup plus sensibles, blablabla. Ça aussi, pour le coup, je suis d'accord. Notre corps masculin est à un endroit fait pour marcher en permanence. Notre cycle, a priori, serait plutôt d'1 an. Le cycle féminin est de 28 jours, basé sur la Lune, dans lequel vous avez des variations hormonales pendant tout votre mois. Et donc, il y a une habitude de votre corps, si vous n'êtes pas sur pilule ou si vous êtes à l'écoute de ça, il y a des périodes dans lesquelles vous êtes créatif, d'autres moins créatif, vous avez besoin de ça, de choses. Et donc, vous êtes habitué dans votre corps de femme à avoir plus de mouvements, plus d'aléas et de lâcher du contrôle de tout doit fonctionner que d'une façon. Il y a ça. Et ensuite, comme je le disais, le féminin est beaucoup plus émotionnel. Et votre capacité à ressentir est, pour moi, infiniment plus grand que la majorité des hommes qui sont dans leur masculin. Ce qui fait que votre écart d'émotion, il est là. Et nous, notre écart d'émotion, il est là. Mais pourtant, c'est les mêmes émotions, c'est les mêmes choses. Donc, quand un homme, il ressent quelque chose qui est là, c'est très intense. Et c'est très surprenant parce qu'il n'a pas l'habitude. C'est pas que c'est une chochotte, c'est juste que son corps est fait pour marcher. Son corps est fait pour on est habitué en plus à pas trop ressentir d'émotions. Donc, la moindre perturbation devient beaucoup plus surprenante, perturbatrice, que si on était habitué tous les mois, tous les jours, à ce qu'il y ait des changements à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc quand une petite corde bouge, les corps masculins ou habitudes masculines vont le ressentir de manière très intense. C'est comme ça, ça fait partie. Les hommes sont effectivement plus sensibles que les femmes. Après, surtout le côté, ouais, les mecs, c'est superficiel. Pour moi aussi. Mais d'où ça naît? Et ça, pour moi, ça a été
extrêmement important de comprendre pourquoi à un endroit, les hommes mettent toute leur énergie sur des choses externes, comme je le disais au début, qui peuvent générer beaucoup de peur, parce que si elle disparaît et qu'on a associé notre masculinité, ou notre réussite professionnelle, ou notre réalisation en tant qu'être humain sur ça, à la seconde où ça disparaît, ça vient générer beaucoup de stress, beaucoup de tension. Et d'où ce besoin à un endroit d'en accumuler, d'accumuler, 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 pour être sûr que jamais ils ne perdent leur masculinité. Alors d'où ça vient? Ce besoin de mettre son attention à l'extérieur? Pour moi, c'est très simple. Et déjà, je vais mettre une petite note sur ça, sur le fait que souvent on dit que les hommes ont asservi les femmes. Les hommes ont asservi les femmes, les hommes ont asservi les hommes. Mais énergétiquement, ce qui s'est passé, c'est que plutôt les hommes ont asservi ou ont contrôlé le masculin des femmes. Par contre, le féminin des femmes a toujours eu, j'aime pas le mot toujours, a eu sa place en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amante. À plein d'endroits, le féminin de la femme était là. Donc c'était le masculin qui était un danger. Et pareil, entre hommes, le masculin, même s'il peut être valorisé, souvent, et il y a toujours des rapports hiérarchiques ou des gens qui ont envie de dominer, et donc il y a ce besoin de vouloir contrôler le masculin des autres hommes, et le féminin de tous les hommes, on leur demandait de le foutre à la poubelle. Donc d'un côté, on avait des femmes qui étaient que dans leur féminin, de l'autre, on avait des hommes qui étaient plus dans leur masculin, et en plus qui étaient en compétition dans leur masculin. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe un être à corps masculin de son féminin? C'est-à-dire qu'on le coupe de ses émotions, on le coupe de ses ressentis, on le coupe de son instinct, on le coupe de savoir ce qui est bon et ce qui est bien et ce qui est juste pour lui. Et pour moi, à la seconde où on coupe cette connexion à son féminin, je coupe ma connexion à mon âme et je coupe ma connexion à ma source. Et donc pour moi, dans le deal, je ne sais plus si c'est Dante ou quel deal a été fait, et souvent on le voit dans des trucs où, ok, je te vends mon âme en échange de la réussite, du succès et de l'argent. C'est ça. Et c'est ça ce qui s'est passé pour la majorité des corps masculins depuis des siècles. Inconsciemment, petit, on leur disait, ok, je prends ton âme, mais en échange, je vais te donner du sexe, de l'argent et du pouvoir. Et donc évidemment que la majorité des corps masculins, une fois qu'ils arrivent adultes à l'âge aujourd'hui, ils s'attendent à avoir ce qu'on appelle ces privilèges qui sont du sexe, de l'argent et du pouvoir. Mais c'est pas parce que c'est des hommes en soi, c'est parce qu'ils ont été éduqués et qu'on leur a enlevé à un endroit leur âme. Donc la seule chose où ils pouvaient aller chercher de la gratification, de l'approbation, c'est dans le monde extérieur. D'où cette quête permanente de dominer, d'avoir des facteurs externes qui prouvent que nous sommes des hommes, que nous avons réussi, que nous sommes virils, que nous sommes puissants, blablabla. Tout ce caca. Mais c'est pas parce que les hommes sont des hommes. C'est simplement parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Et donc pour moi, ce qu'on appelle ce privilège, je sais pas si c'est vraiment tant un privilège que d'être coupé de mon âme, coupé de ma source, et de coupé de mon intériorité. Et que j'ai besoin de dominer le monde pour prouver que j'existe. Et parce que pour dominer, forcément, il y a besoin d'agresser, il y a besoin de violenter, il y a besoin de blesser, il y a besoin de rabaisser. Et ça ne peut être fait que dans la souffrance. Et ça ne peut être fait que dans la souffrance. Donc pour moi, ouais, d'un point de vue externe, effectivement, les hommes, à plein d'endroits, sur la vitrine, ça a l'air génial, ça a l'air extrêmement bien. À l'intérieur, c'est pas exactement la même chose. Et c'est un peu à cet endroit-là, et c'est à cet endroit-là que j'aimerais amener cette vidéo, votre réalisation et ce partage aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les autres privilèges, ce qu'on voit moins dans être un homme, c'est on meurt plus jeune, on fait plus de métiers à risque, on se drogue plus, on est plus dans des comportements addictifs et violents, on va plus en prison, on agresse plus, on viole plus. Mais toutes ces choses-là, ok, si on le prend du point de vue des femmes, ok, c'est de la merde, c'est du caca, et point de vue de la planète, ok. Je nie pas cet aspect-là. Ça, il existe, c'est la conséquence de ces comportements-là. Mais
D'où ça vient? C'est quoi derrière? Derrière, le seul moyen en tout cas que moi j'ai vu, et vous pouvez vous poser la question, on a tous eu des moments de violence. On a levé la voix, on s'est énervé, on s'est agacé, on a crié sur quelqu'un, on a pu manipuler, on a pu mentir, on a pu avoir un geste déplacé, on a pu ne pas voir le consentement de quelqu'un. Si vous dites non à ça, très bien, aucun souci, mais c'est que vous êtes en train de nier une partie de vous. La reconnaître, c'est effectivement quelque chose de difficile. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont du mal à accepter, à reconnaître. Et dans un podcast sur les criminels, au moment de l'interrogatoire, beaucoup de criminels ont beaucoup de mal à dire « j'ai fait ce crime ». Parce qu'ils passent de « tout d'un coup, je suis une bonne personne ». Et tout le monde sur cette planète a envie de croire que c'est une bonne personne, qu'on a des bonnes intentions, qu'on fait les choses pour le bien des autres. Mais reconnaître « j'ai pu violer, j'ai pu agresser, j'ai pu harceler, j'ai pu être pervers, j'ai pu être… » Ça demande de casser son identité. Et donc il paraît que dans les interrogatoires, souvent les criminels, une fois qu'ils avouent, ils s'endorment, ils s'effondrent, ils collapsent, parce que leur personnalité vient de s'effondrer. Et là, je le voyais en ce moment avec un copain qui avait du mal à accepter qu'il ait harcelé quelqu'un. Et à chaque fois, il était en train de se justifier. Là, j'ai fait, ok, tes excuses, je m'en fous. Est-ce que tu peux accepter qu'à ce moment-là, tu as harcelé? Mais c'était extrêmement dur pour lui. Comme pour moi, les fois où c'est pas évident d'avoir reconnu que là, j'ai pu être abusif émotionnellement. Physiquement, ça m'arrive quand même pas souvent, je crois. Mais en tout cas, émotionnellement, c'est des choses qui peuvent m'arriver de manipuler, de pas voir. Et de reconnaître, bah ouais, là, c'est ça ce que j'ai fait. Putain. Merci. Et quel travail de ouf d'oser faire ça. Et donc, effectivement, pour commettre un acte de violence, quel qu'il soit physique, émotionnel, il y a besoin d'être en souffrance. Et moi, c'est un des trucs que j'ai connecté quand j'avais une douzaine d'années, que on me disait les hommes, les hommes, les hommes. Et j'étais putain, mais quand vous regardez derrière le rideau, et moi à l'intérieur de moi, à l'intérieur des personnes qui sont autour de moi, c'est vide, il y a de la souffrance, il y a de la solitude, il y a des masques sur masques sur masques pour pas aller toucher la moindre émotion et être toujours dans le faire et dans l'action. C'était quoi ça? En quoi c'est un privilège? En quoi c'est mieux d'être dans un corps qui est plus violent, plus agressif, qui a plus de personnes en prison, qui arrivent à mieux se suicider? C'est quoi le privilège de ça? Et ça me fait penser à un sketch que j'aime énormément de Louis C.K. Il disait, ouais, les femmes veulent l'égalité entre les hommes et les femmes, mais quand elles font ok. Quand elles veulent choisir, elles font ok, je prends ça, je prends ça, je prends ça, non ça je laisse, ça je laisse, ça je laisse, je prends ça je laisse. Et oui, à plein d'endroits. J'ai eu plein de privilèges. Mais c'est venu avec un ensemble d'autres responsabilités, d'autres choses à voir, qui ne sont pas forcément visibles. Ou alors la manière dont elles sont représentées dans la société, c'est diabolisé. Et donc, c'est comme si c'était extérieur, alors que c'est complètement à l'intérieur et intrinsèquement lié. Moi, à mon expérience d'être dans un corps d'homme et d'être un humain, que de traverser ma violence. Et aussi, pour aller un tout petit peu titiller le mot privilège, moi, il m'avait souvent chatouillé, ce mot privilège. Parce que je me suis toujours dit, les gens me présentent ça comme si c'était une réalité. Les hommes sont privilégiés, blablabla. Mais le privilège, pour moi, il y a plein de gens qui ne sont pas en accord avec ça, et c'est OK. Pour moi, le privilège, c'est un point de vue sur un fait. Les faits sont, les hommes gagnent plus d'argent, les hommes blablabla, les femmes ci, les hommes ça, les hommes trucs. Je vais continuer, je ne vais pas donner tous les trucs, parce que je vais aussi aller titiller et challenger des concepts et des chiffres qu'on a pu entendre. Et donc pour moi, le mot privilège m'a empêché de penser. En me disant, putain, je suis privilégié, c'est ça, et c'est pas factuellement. Et moi, je trouve que la première raison pour laquelle nous prenons des mauvaises décisions, c'est parce que nous basons nos décisions pas sur des faits, pas sur ce qui est, mais sur notre interprétation de la réalité. Par exemple, quelqu'un arrive en retard. Généralement, et si ça vous énerve, vous allez prendre votre décision sur l'agacement, mais pas parce qu'il est arrivé en retard, mais parce qu'une part de vous s'est pas senti respectée, pas senti honorée, pas senti blablabla. C'est votre sensation et votre émotion qui vous raconte ça. Le fait, c'est la personne, elle est arrivée 5 minutes après un rendez-vous. Donc,
nous prenons des décisions basées sur nos interprétations de la réalité. Et pour moi, c'est là où c'est important, et important aussi dans cet épisode, de remettre à un endroit du contexte, du factuel. Et justement, pour continuer par exemple, dans des conneries que j'ai pu entendre, effectivement, il y a plus d'hommes en prison, il y a moins de femmes en prison, donc les hommes sont plus violents. Pour moi, cette équation-là, en tout cas oui, les hommes sont plus violents physiquement que les femmes. Ça, c'est une évidence. Et en même temps, si vous regardez les chiffres, à crime égal, les hommes sont plus arrêtés, les hommes sont plus poursuivis en justice, les hommes sont plus jugés et reçoivent des condamnations plus lourdes. Donc à chaque étape, le corps masculin est moins protégé qu'un corps féminin face à un crime de la même nature a priori. Et justement sur l'égalité de la violence, il y a un bouquin qui moi a complètement changé ma vision, qui a été écrit par une journaliste canadienne dans le fin des années 90, et j'ai fait tout un épisode du podcast sur ça, libre, égaux et violent. C'est si nous sommes libres et égaux en tant qu'hommes et femmes, eh ben nous sommes aussi libres et égaux face à la violence. Et pourtant aujourd'hui, la violence masculine ou à caractéristiques masculines est beaucoup plus représentée et mise en avant. Donc la violence à caractéristiques masculines, c'est donc le viol, l'agression, taper, tout ce qui est de l'ordre du physique, du direct. La violence à caractère féminine, c'est donc la manipulation, les émotions, la perversion, embrouiller mentalement, ça c'est l'énergie féminine. Et pour illustrer ça, et qu'elle montrait dans le premier type de violence dans son bouquin, c'est que, par exemple, un maton ou un garde de prison a un souci avec un prisonnier, sa stratégie pour régler le problème, il va taper le prisonnier. On est dans une prison pour femmes, on a une matonne ou une garde, elle a un souci avec une autre prisonnière, elle va envoyer une rumeur ou lancer une rumeur pour que d'autres prisonnières viennent l'attaquer. Donc, chacun ses stratégies. Et pour moi, hommes et femmes, nous sommes aussi violents que l'un de l'autre, avec des stratégies différentes. Et justement, dans ce livre, elle disait que quand on posait de manière différente les questions sur les violences domestiques, les chiffres étaient bien différents. Parce que souvent, on a posé les questions en cherchant que l'homme soit le coupable. Donc les questions étaient posées dans ce sens-là. Mais si on posait les questions vraiment de manière neutre, sur qui démarre la violence dans un couple, les chiffres qu'elle a eus étaient que c'était un quart les hommes, un quart les femmes et 50% les deux. Par contre, l'homme, dans sa manière de l'exprimer, souvent ça va être tapé. Donc forcément, si sa partenaire a commencé en l'insultant pendant une demi-heure et qu'il la tape, dans un tribunal ou dans quelque chose, on va garder juste le côté qu'elle a un œil au beurre noir. Et pour moi, et je l'ai vu, la violence, quand elle se crée dans ma vie de couple, dans mon intimité avec mes amis ou à l'extérieur ou avec des gens, c'est très souvent, je ne sais pas qui est parti, je ne sais pas qui a commencé. Quelqu'un déclenche un truc, qui déclenche un truc, qui déclenche un truc, qui déclenche un truc. Ça pète un plomb. Et je relisais une statistique là et des chiffres, et vous pouvez les vérifier. Peut-être que les chiffres se trompent, mais en tout cas pour moi, et c'est ce qu'elle voyait dans ces chiffres à elle il y a 25 ans, et j'ai relu des chiffres de, je crois, il y a quelques années, qui disaient que dans les couples lesbiens, en tout cas que pour les femmes lesbiennes ou bisexuelles, elles avaient plus de violence physique et sexuelle que dans un couple hétéro, et que les hommes gays avaient un tout petit peu moins de violence que dans un couple hétéro, mais que les hommes bisexuels vivaient beaucoup plus de violence dans leur couple que dans un couple hétéro. Et donc, elle partageait elle aussi, cette femme canadienne qui s'appelle Patricia Pearson, qui a écrit un bouquin qui s'appelle When She Was Bad, qu'il y a autant de violence conjugale, qu'on soit chez les hétéros, chez les homos, chez les lesbiennes, chez les trans, chez les bi. Après, elles peuvent prendre différentes formes de violence. Mais il n'y a pas un truc où le corps masculin est intrinsèquement plus violent que celui des femmes. On a juste des stratégies différentes. Et par exemple, elle montrait que dans les tueurs en série, souvent on a mis très peu de femmes parce que les tueurs en série, dans la définition, c'est qu'ils tuent à différents endroits. Or, les corps féminins, quand elles tuent au même endroit. C'est genre une infirmière qui tue tous ses patients, une chargée d'une maison de retraite qui tue tous ses patients. Et a priori, les plus grandes tueuses de tous les temps sont des femmes. Elles ont tué, je ne sais plus la plus grande, elle a dû tuer 658 personnes. Mais on n'en parle pas de la même façon.
De nouveau, j'ai souvent entendu ce truc justement dans un livre que les hommes ont toujours des excuses face à leur violence. Ah oui, ils ont été battus. Pour moi, j'ai la même sensation, mais ça se joue à différents endroits. Souvent, chez les femmes, c'est quand on touche la maman. C'est-à-dire qu'une maman qui tue ses enfants, ah mon Dieu, pauvre femme, elle savait quoi faire, un truc. Un père qui tue ses enfants, qui bat ses enfants, qui abuse ses enfants, c'est tout de suite un monstre. Une mère, elle a toujours de bonnes raisons. Et donc pour moi, c'est de nouveau, c'est casser, c'est de quelle perspective on se place, à quel endroit on se passe, et tout ça est beaucoup, beaucoup plus complexe. Dernier petit truc sur le privilège. Il y a toujours ce truc où on dit, ouais, les hommes ont toujours eu le choix, la plus de liberté que les femmes. Et en même temps, pour moi, et c'est là où ça m'amuse, il y a ce paradoxe, même le roi de France, même Louis XIV, choisissait pas la femme avec qui il était. Il faisait une alliance qui était la meilleure alliance possible pour sa famille, pour servir la patrie ou quelque chose. Même lui choisissait pas sa femme. Même lui avait des limitations. Même lui était pas libre de faire, enfin il pouvait faire ce qu'il voulait, mais ça avait des conséquences et il avait des cadres et des codes à respecter. J'ai souvent cette phrase que les hommes avaient beaucoup plus de liberté d'action, mais beaucoup moins de liberté d'être, et que les femmes avaient beaucoup plus de liberté d'être et peu de liberté d'action. Et c'est là où on se rend compte, vous aviez votre liberté d'être émotionnelle, nous pas du tout. On avait une liberté d'action. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis juste que c'est... Peut-être que je dis que c'est mieux, peut-être que je dis que c'est moins bien, mais en tout cas c'est remettre de la subtilité dans tous ces trucs un peu noir-blanc. J'aimerais bien qu'il y ait plus de féminin dans notre appréhension du rapport homme-femme et de comment ça peut se jouer, de quelle dynamique. Maintenant j'ai envie de glisser dans la sphère pro sur les hommes gagnent plus que les femmes. C'est toujours ce chiffre de 30%, à partir de septembre, les femmes gagnent gratuitement. Ok, ce chiffre, il est vrai si on prend tous les hommes et toutes les femmes. En France, je lisais une étude qui disait que si on prenait vraiment fait par le gouvernement français, si on prenait à tout égaux, on n'avait plus que 10% d'écart. J'ai une autre étude faite par The Economist dans les différents pays européens qui, si on prenait vraiment à critères égaux, métiers égaux, entreprise égale, diplôme égal, âge égal, entrée égale, on était de l'ordre de 0,5% à 2,5%. Et ensuite, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui peut être très décrié, qui s'appelle Jordan Peterson, qui lui, son approche de ça, c'est le dernier pourcentage et le reste qui change. C'est pas lié au fait que les femmes sont des femmes ou que les hommes sont des hommes. Parce qu'il y a aussi une compétition pour les hommes, pour arriver en haut de l'échelle, il faut arriver tout en haut de l'échelle. Et il y a une poule avec peut-être 50-50 d'hommes et de femmes en bas. À la fin, il n'y en aura qu'un en haut. Bon, ce sera l'un ou l'autre. Et lui, ce qu'il dit, c'est que nous sommes encore dans une société gouvernée par des valeurs masculines. Donc, c'est les valeurs masculines qui vont prédominer dans ce qui va être valorisé dans la majorité des entreprises d'aujourd'hui. C'est-à-dire travailler 70 heures par semaine, faire des tâches répétitives et surtout l'agressivité, l'assertivité. Et c'est là où j'adore ça, parce que l'autre jour, Caroline Vigneault, qui est ancienne avocate et qui défend, est très féministe sur justement l'égalité des salaires, elle disait, moi, quand je suis arrivé dans mon premier job d'avocat avec un copain, on avait le même diplôme, sorti au même moment, les mêmes notes, et on a fait le même métier. Et j'ai découvert quelques années après que lui a toujours été mieux payé que moi et que son salaire augmentait. Et elle a dit, et c'est ça où j'ai adoré, c'est qu'elle collaborait cette idée, c'est que elle n'a pas été moins bien payée parce que c'était une femme. Elle a été moins bien payée parce qu'au moment de négocier son salaire, quand les gens lui ont dit « Ouais, voilà, ce sera 3 000 € par mois », elle a fait « Ah oui, génial, merci ». Et que tous les ans, qu'on lui dit « Ah, Caroline, c'était formidable, mais on pourra faire qu'une promotion l'année prochaine », elle disait « Ah ok, d'accord, génial, je suis génial, déjà il me trouve génial, il me garde ». Mais c'est dans l'éducation, donc c'est pas le fait que les femmes soient des femmes ou que les hommes soient des hommes. Et donc c'est pour moi, il y a besoin de décorréler aussi à cet endroit-là de ça. C'est parce que certaines femmes ne savent pas être assertives, agressives et reconnaître leurs valeurs. Comme il y a plein d'hommes qui ne savent pas être... putain, je peux vous le dire pendant très longtemps. Et encore, il y a 2 jours, j'ai reçu un commentaire en me disant que je n'étais pas assez assertif en tant que coach. Très bien. Donc, c'est pas lié au fait que les hommes sont misogynes. C'est lié avec le fait que nous sommes dans une société qui valorise l'agressivité et l'assertivité. Et donc, si vous montrez ces valeurs, vous serez valorisé, même en tant que femme.
Bon, après, je pourrais faire un truc sur voilà, vouloir l'égalité entre les métiers hommes-femmes, mais pour moi, à un endroit, il y a quelque chose d'absurde. On va pas aller chez une esthéticienne, chez quelqu'un qui fait les ongles et leur demander d'avoir l'égalité, comme on va pas demander dans certains métiers à risque où les conducteurs, les chauffeurs, ceux qui prennent des risques, on va plus engager des hommes pour mettre des femmes. Non, s'il n'y a pas de femme qui a envie d'aller là. Et un autre point que je trouvais intéressant que partageait Jordan Peterson, et après vous pouvez critiquer, partager ou non, c'est que pour arriver et être patron d'une entreprise, aujourd'hui, vous pouvez bosser à peu près 70 heures par semaine, à faire une tâche répétitive pendant 30-40 ans pour monter les échelons, les échelons, les échelons, les échelons. Et il disait, ben voilà, les corps masculins, de par leur éducation ou de par je ne sais pas quoi, sont plus aptes à faire ça et à juste aimer la répétition et refaire. Et que les corps féminins ou les femmes, peut-être de par leur éducation ou du fait qu'ils soient femmes, à voir, mais j'ai pas de réponse sur ça, mettre de la valeur et du plaisir sur d'autres choses, comme d'avoir du temps en famille, du temps avec ses amis, du temps pour soi, du temps pour passer avec ses enfants. Et qu'aujourd'hui, on ne valorise pas ces trucs-là. Et ça, effectivement, je trouve ça intéressant d'aller changer les valorisations de où on met de la valeur. Mais donc, que certaines femmes, au bout d'un moment, font un choix en fait, moi, faire 70 heures, quelque chose par semaine pendant 30 ans, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je préfère faire un métier qui est moins valorisé. Et ça, je pense que c'est à changer. Mais c'est pas forcément parce que vous êtes des femmes ou des hommes, c'est aussi parce qu'il y a des préférences. Et que si vous regardez dans les pays nordiques, dans lesquels quasiment c'est les pays les plus égalitaires, voire même plus d'égalité aujourd'hui pour les femmes, ben, si vous regardez dans les filières du care, du soin, il y a beaucoup plus de femmes, et si vous regardez dans les filières d'ingénieurs, il y a beaucoup plus d'hommes. C'est un truc que j'avais parlé sur, justement, les hommes ont toujours asservi les femmes et les hommes. D'où est né ça? Déjà, il y a quelques années, j'avais fait le lien entre en gros, le patriarcat est né au moment où l'agriculture est née, et l'agriculture, c'est le moment où les guerres sont nées. Parce qu'avant, on avait des chasseurs-cueilleurs, dès que quelqu'un voulait prendre ton arbre, tu pouvais aller à l'arbre d'après. À la seconde où l'agriculture est née, la domestication est née, eh ben, il y avait quelque chose à protéger. Or, avec la domestication et l'arrivée de l'agriculture, il y avait moins besoin de chasse. Donc tout d'un coup, on avait moins besoin des hommes, que les hommes aillent chasser, même s'il y a dans plein de tribus, il y avait aussi des femmes. Mais tout d'un coup, on a eu besoin de guerriers, de défenseurs, de protecteurs. Et donc, il y a eu un premier élan pour moi ok, les hommes ont voulu protéger leurs biens, leurs femmes, leurs enfants. Le souci avec ça, c'est que, et vous pouvez le voir en tant que parent, en tant que quelqu'un, dès que vous protégez quelqu'un, que vous avez quelqu'un qui est sous votre responsabilité, c'est très dur de ne pas se mettre dans un rapport de domination et de supériorité. Et donc, pour moi, il est parti d'un élan de protection, de tiens, j'ai envie de te protéger. Mais si je te protège, c'est peut-être parce que je te suis supérieur, et tout un ensemble de conneries qui ont déroulé derrière ça. Et aussi en fait, si je donne ma vie, et je peux potentiellement sacrifier ma vie à l'extérieur pour que toi, à l'intérieur, tu puisses être libre, eh ben, j'attends que tu fasses ce sacrifice en inverse. C'est naze, mais je le comprends et c'est humain. Et pour moi, un jour, je me suis retrouvé avec une amie, on venait de sortir d'un stage autour de la sexualité, du tantra, et on était très libre, on était en Turquie. Et on se promène, elle est dans une tenue très légère, et ça reste la Turquie. Et les hommes la regardaient avec tellement d'avidité. Elle me disait, putain, c'est pas agréable pour moi de sentir ce regard, après avoir passé une semaine dans un lieu où toute sa liberté était autorisée. Et j'ai vu à un moment l'envie de la couvrir. Et j'ai commencé à faire le geste, et je fais, waouh, ah ouais, ça part juste de ça. J'ai eu envie de la protéger du regard des autres hommes. Et j'ai fait, ok, non. Là, je peux rien faire. Je vais pas aller taper les autres mecs. Donc tout ce que je peux faire, c'est être à côté et la soutenir et la laisser traverser. Et accepter mon impuissance d'être à côté d'elle et de la voir être mal à l'aise à cause du regard des autres hommes. Et donc pour moi, ça a vraiment connecté quelque chose de profond de me libérer d'un truc, putain, en fait, les mecs, c'est des méchants. Non, juste, il y a souvent une confusion entre protection et domination. En parlant de protection et de domination, partons sur la dernière vague de cet épisode, sur la sexualité et sur les trucs que je peux entendre qui me paraissent à côté de la plaque sur la sexualité. Les mecs ont toujours envie, en tout cas, moi, c'est faux, j'ai pas toujours envie, des moments je suis fatigué, des moments j'ai pas envie, des moments je suis pas inspiré.
notamment pendant très longtemps, parce qu'en plus j'avais peur de mon masculin et de mon énergie masculine, et donc souvent j'étais dans un truc plus féminin, et donc je n'osais pas mettre en avant mon intensivité et mon agressivité. Dans le mot agressivité, chez moi, ça vient du latin adgressere, qui veut dire aller vers. Et donc à un endroit dans mon érection, il y a quelque chose effectivement qui peut être agressif, encore plus au moment de la pénétration, parce que je rentre à l'intérieur de quelqu'un, donc j'ai besoin de cette énergie agressive, et je peux le faire avec la plus grande douceur possible, mais il y a quand même cette énergie qui est là. Et ce truc que les hommes ont plus de désir que les femmes. C'est faux. Il y a 2 siècles ou 3 siècles, on disait que c'était les femmes qui étaient insatiables et que les hommes ne pouvaient jamais subvenir aux besoins d'une femme. Donc pour moi, ça, c'est des choses qui changent à des moments où je ne sais pas qui a écrit ça aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'on a dit, en fait, les hommes ont plus de désir que les femmes, alors qu'avant, c'était différent. Par exemple aussi sur les trucs, on dit, ouais, les hommes sont plus visuels que les femmes. Ils sont plus stimulés par du porno. Non, on a fait des études où on voyait que si on mettait un homme et une femme qui regardaient des stimuli pornographique, il y avait le même influx qui rentrait dans le cerveau. Par contre, chez l'homme, on se laissait ressentir cet influx, alors que chez les femmes, c'était bridé et coûté. Pareil pour avec les petits-enfants, où on dit « Ah oui, les petits garçons, ils bougent plus que les femmes ». Non. Si on regarde vraiment, les filles, elles bougent beaucoup, même quand elles sont à la poupée, ça trépigne. Donc il y a plein d'endroits où dans les énergies, dans la violence, on est beaucoup plus équilibré ou égaux face à ça. Et ensuite, dernier point, on connaît mieux la sexualité des hommes parce que c'est extérieur avec sa bande. Alors pas du tout. J'ai fait tout un épisode sur ça qui s'appelait « Je ne suis pas qu'une bite ». La sexualité masculine aujourd'hui me paraît très très mystérieuse parce que je peux jouir sans éjaculer, je peux éjaculer sans jouir et sans avoir un orgasme, je peux bander et jouir, je peux ne pas bander et jouir, je peux éjaculer sans bander. Enfin, il y a un ensemble de combinaisons qui ne sont pas du tout liées ni à la durée, ni à la performance. Et pour moi, vraiment à la connexion, à la qualité de ce qui est en train de se passer. Mon orgasme ne dépend pas de est-ce que j'ai fait l'amour pendant 30 secondes ou un quart d'heure, mais c'est est-ce que j'ai été nourri, rempli par cet acte sexuel. Voilà, il y a encore plein d'autres choses, je pense, que je pourrais aborder et que je vais laisser de côté. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de faire cet épisode. Parce que ce qui a lancé J'assume à un endroit, c'était ma colère en tant qu'homme quand c'était au tout premier épisode, et j'appelais ça la rage du cœur. Où un jour, un copain me partageait que dans un stage de tantra, pour débutants, tout le monde était habillé en sous-vêtements, il n'y avait pas de nudité. Et il y a un homme qui a eu une érection, et les participantes ont dit « Ah, mais la prochaine fois, il faut que les hommes mettent des pantalons parce qu'on ne veut pas avoir l'érection d'un homme. » Et j'étais là, mais en fait, putain, s'il y a bien un espace où ça devrait être libre, c'est là. Et j'étais putain, mais qu'est-ce que je fais de ma bite? Qu'est-ce que je fais de mes érections? Comment je prends ma place? Parce que souvent, quand le sexe est mou, on parle d'impuissance, de pas y arriver, de panne, de toutes ces conneries-là, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Et parfois, quand le sexe bande et qu'il est désirant et c'est pas le bon moment, ou quand on s'adresse à une femme dans la rue et qu'on importune, comme reprendre le droit d'importuner de Catherine Deneuve, pareil. Et j'étais là, putain, mais c'est quoi la place d'un homme aujourd'hui? C'est quoi la place de ma bite aujourd'hui? Et toutes ces pensées-là, je les ai depuis tellement longtemps. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, mon intention, c'est pas de me dédouaner de mes responsabilités. Parce que pour moi, je me suis jamais autant senti responsable aujourd'hui en tant qu'homme de faire attention à mes violences physiques, à mes violences émotionnelles, à mes violences mentales, et à prendre la responsabilité de quand je déconne, je déconne. C'est pour partager à l'endroit où j'ai beaucoup souffert d'être dans un corps masculin. Et pendant longtemps, je ne me le suis pas autorisé parce que, et je ne l'ai pas dit, publiquement et verbalement, parce qu'il n'y avait pas la place. Parce que, comme les hommes asservissaient les femmes, je ne pouvais pas être un bourreau et souffrir. Et le jour où j'ai dit, ok, j'ai plus envie d'être un bourreau, je me suis offert beaucoup plus de place à l'intérieur pour ressentir. Et c'est vraiment une invitation pour décorréler ok, les hommes transgressent, il y a de la violence, j'en suis bien conscient. Et en même temps, si on ne laisse pas de l'espace à ici, qu'est-ce qui génère la violence? Pourquoi les corps masculins ont tendance à cette violence et à cette propension-là, et à l'accueillir et à la voir? Ça va continuer. Et donc c'est à cet endroit-là que
Là, je découvre en vous le disant maintenant que j'ai fait cet épisode. C'est pour accueillir la parole des hommes aujourd'hui face à leurs souffrances, face à leurs difficultés. Messieurs, je vous aime. Mesdames, je vous adore. Belle rencontre. Et à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je suis. Si vous voulez soutenir le podcast et le diffuser plus largement, nous vous invitons à laisser 5 étoiles. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour découvrir plus de contenu.